Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle preview et on est de retour en Europe. Oui, la Formule 1 fait son grand retour en Europe, on est de retour sur un circuit plutôt traditionnel, un circuit historique puisque ce week-end nous partons du côté d'Imola en Italie. Donc un Grand Prix que j'attends avec une très grande impatience. Pourquoi? Puisque c'est quand même un événement. Voilà, c'est quand même un événement, certaines écuries vont pouvoir apporter certaines évolutions, je vais bien sûr vous en parler. D'autres non, hein. D'autres nous avaient annoncé qu'ils allaient rapporter des évolutions. Malheureusement, ça ne sera pas le cas à Imola. Va falloir encore une fois attendre, notamment Monaco ou même l'Espagne pour la plupart des autres écuries. Mais je vais tout de même vous en parler. J'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Donc on perd pas plus de temps. On commence avec le point circuit, puis ensuite on enchaîne avec un petit mot concernant certaines écuries. Puis je terminerai cette vidéo avec mon pronostic et je vous invite comme toujours à mettre le vôtre dans les commentaires. Donc on est parti pour le tracé d'Imola. La première chose à savoir, et je pense que c'est l'info la plus importante ce week-end, c'est au niveau des pneumatiques puisque nous avons l'introduction du C6. Et oui, le C6 fait enfin son apparition en 2025. Donc là où auparavant la gomme la plus tendre, enfin du moins la gamme la plus tendre se situait généralement dans le C3, C4 et C5. Là, c'est les C4, les C5 et les C6 qui seront utilisés à Imola. Donc une gomme qui te donnera bien évidemment l'adhérence maximale, mais également une usure maximale. Donc attention aux écuries, hein, puisque les écuries ne sont pas habituées à ce style de gomme beaucoup plus tendre que d'habitude. Donc ça sera très important pour toutes les équipes de pouvoir récolter le maximum de données. Et d'ailleurs, en termes stratégiques, on ne sait même pas encore s'il faudra un seul arrêt, deux arrêts. On verra bien, ça sera véritablement la nouveauté du week-end. Donc au niveau du tracé d'Imola, le premier secteur c'est un secteur rapide avec des chicanes fluides. Le deuxième secteur est beaucoup plus technique, exigeant même. Il faut une très grande stabilité, enfin du moins la plus grande stabilité possible. Et dans le troisième secteur, eh bien, il est beaucoup plus important d'avoir la meilleure traction possible et surtout la meilleure sortie pour préparer la ligne droite du premier secteur. C'est extrêmement important. Pour vous la faire courte, chaque secteur demande le meilleur équilibre entre un bon appui aérodynamique et bien évidemment la puissance moteur qui ne sera pas négligeable, hein, notamment sur la grande ligne droite. C'est l'une des seules zones de dépassement. C'est très difficile de pouvoir dépasser à Imola. Donc on est parti pour faire un petit tour des écuries et on commence avec le leader du classement constructeur, McLaren. McLaren qui sort d'une énorme performance à Miami. Plus de 30 secondes d'avance, c'est juste très impressionnant. Ils ont un rythme de course qui est tout bonnement exceptionnel. Une dégradation également qui est incroyable. D'ailleurs en parlant de dégradation, et si vous voulez comprendre pourquoi la McLaren s'en sort aussi bien au niveau du refroidissement, eh bien je vous invite à aller voir la vidéo que je vous ai sortie hier. Alors dans la vidéo, bien sûr, je ne peux pas vous dire clairement pourquoi la McLaren surchauffe moins les pneus que la concurrence, mais au moins dans cette vidéo, eh bien on aborde plusieurs théories, plusieurs hypothèses, notamment une théorie qui est juste incroyable. Elle concerne le PCM, donc des matériaux à changement de phase. Donc je vous invite à aller la voir puisque c'est une véritable innovation, hein, ce qu'a pu produire McLaren. Si c'est réel, c'est tout bonnement exceptionnel. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc, mis à part la dégradation, c'est une monoplace qui a une très bonne charge, un très bon appui. L'année dernière, je m'en rappelle très bien, la McLaren dans le premier secteur était totalement intouchable. Là, on n'est plus sur une MCL 38, on est sur une MCL 39 qui s'en sort aussi bien dans les sections rapides que dans les sections lentes. Donc je les vois forts à peu près partout et pas seulement que dans le premier secteur. Je les vois réussir à avoir une bonne charge verticale pour le deuxième secteur, je les vois réussir à avoir une bonne adhérence mécanique pour le troisième secteur. Le seul problème que pourrait rencontrer McLaren, c'est toujours au niveau de la ligne droite, mais il n'y a qu'une seule zone de DRS. Donc ce problème de traînée sera logiquement moins présent ce week-end à Imola, et ça ne m'étonnerait pas du tout que McLaren parte sur une configuration avec un appui maximal, hein, tout simplement. Donc je pense que vous l'avez compris, McLaren est toujours le favori ce week-end. En plus, ils viennent de signer un doublé à Miami, donc ils sont en pleine confiance. Donc bonne chance à la concurrence pour aller les chercher ce week-end. On continue avec Mercedes, et Mercedes est toujours derrière McLaren, hein. L'écart commence véritablement à s'agrandir. Mercedes a 3 courses pour faire la différence, puisque oui, on attend de très grosses évolutions, et d'ailleurs Mercedes c'est l'écurie qui va rapporter le plus d'évolutions ce week-end. On parlerait d'un nouveau plancher qui serait installé, de nouvelles écopes de frein arrière qui seront totalement redessinées, des modifications sur le diffuseur seront également attendues. Donc 3 évolutions pour améliorer l'aérodynamique de la monoplace et également le refroidissement. L'objectif de Mercedes avec ces évolutions est de bien sûr réduire la surchauffe sur les longs relais. Et s'ils arrivent à le faire comme le fait McLaren et comme a envie de le faire Red Bull, je pense que Mercedes peut devenir une véritable, la WSS du moins peut devenir
un véritable problème pour la concurrence. En tout cas, voilà concernant Mercedes, je m'attends à un bon Grand Prix pour eux, je m'attends à un petit peu plus de mal, notamment dans les sections rapides, mais on a bien pu le constater dans les sections lentes, c'est une très très bonne monoplace. Je pense qu'il devrait plutôt bien s'en sortir dans le deuxième et troisième secteur, et également sur la ligne droite. Donc pourquoi pas une bonne performance de Mercedes. Je ne vais pas vous parler des pilotes pour le moment, j'y reviendrai dans la partie pronostic. Donc on continue avec Red Bull, et Red Bull a 2 défis ce week-end. Je ne m'attends pas à un week-end très très facile pour Red Bull, même si bien sûr on le sait, avec Max Verstappen, tout est possible. Mais il y a 2 défis ce week-end à prendre en compte. Déjà, le premier défi, c'est au niveau de la configuration. Red Bull va devoir absolument, et comme tous les autres week-ends, trouver le bon équilibre entre l'aérodynamique et la mécanique. Ça a toujours été un léger souci de trouver la bonne configuration, surtout que là, on est sur un circuit bosselé. Alors certes, Red Bull est moins touché par les irrégularités, comme c'était le cas il y a quelques temps de cela, hein, même l'année dernière, en 2024, c'était une véritable catastrophe sur les circuits avec un petit peu plus de vibreurs, un petit peu plus de bordure, un petit peu plus de boss. Là, j'ai l'impression que cette RB21 est beaucoup moins touchée par les irrégularités, mais attention tout de même, ça sera très très important de trouver la bonne configuration. Certes, la fenêtre de configuration s'est élargie pour Red Bull cette saison, mais ce n'est toujours pas suffisant pour permettre aux pilotes d'être totalement à l'aise par rapport au tracé. Et le deuxième défi, ça sera au niveau pneumatique. Certes, on a un nouveau pneu qui va faire son apparition, mais ça sera très très important pour Red Bull d'essayer d'avoir la meilleure dégradation possible. On a pu le constater à Miami, après 10-20 tours, ça a été beaucoup plus compliqué pour Max Verstappen. Max Verstappen surchauffait les pneus d'une certaine manière, et là, avec des températures de 20 degrés, je pense qu'on sera peut-être sur quelque chose d'assez similaire. Même si 20 degrés, ce n'est pas non plus de très très forte chaleur, ça reste quand même une chaleur qu'il va falloir essayer d'anticiper et surtout essayer de gérer au maximum. Donc voilà, concernant Red Bull, il faut savoir qu'à Miami, Red Bull a pu rapporter certaines évolutions, notamment sur le plancher. Ils ont repositionné certains éléments pour générer plus d'appui sans perturber pour autant l'aérodynamique et surtout le flux d'air. Voilà concernant les évolutions de Miami. Concernant Imola, ça a été un petit peu plus compliqué de trouver les bonnes informations. J'ai pas envie de vous sortir des rumeurs comme quoi Red Bull pourrait rapporter ceci ou cela à Imola. On attendra d'avoir de vraies informations. Et dernière information concernant Red Bull, je vais pas m'éterniser dessus puisque ce n'est qu'une rumeur, et je le dis bien, je le répète, ce n'est qu'une rumeur. On verra ce qui se passera après le Grand Prix d'Imola. Mais plusieurs médias ont annoncé que ce Grand Prix d'Imola pourrait représenter le dernier Grand Prix de Christian Horner à la tête de Red Bull. Donc c'est des médias qui l'ont annoncé, ça a été vite démenti par d'autres gros médias. Je tenais juste à vous en parler. Ce n'est juste qu'une rumeur, hein, donc je ne vais pas forcément vous sortir une analyse plus détaillée sur le sujet. Mais si jamais il y a du concret, comptez sur moi bien évidemment pour vous en sortir une vidéo parce que ça serait totalement incroyable quoi. Hein. Si Christian Horner venait à quitter Red Bull, ce serait quand même un gros changement que ce soit au sein de l'écurie ou même lors de cette saison 2025. On continue avec Ferrari, et Ferrari a toujours du mal, et ça s'est vu à Miami, entre la monoplace qui n'évolue pas et la gestion totalement cataclysmique des pilotes à Miami. Ça a été un Grand Prix très très compliqué il y a 2 semaines. Là, Ferrari arrive à domicile avec l'ambition de pourquoi pas remonter sur le podium. On sait que la Ferrari souffre, comme Red Bull, d'une fenêtre un petit peu trop étroite, voilà. Pour configurer cet SF25, c'est toujours très très compliqué. La gestion de la configuration sera l'un des principaux défis pour la Ferrari, pour trouver le bon équilibre entre l'aérodynamique et la mécanique. Mis à part cela, on a encore une fois une bonne traction hein, sur cette SF25, c'est l'une des meilleures monoplaces, si ce n'est la meilleure dans ce domaine, dans la réaccélération en sortie de virage. Et si je peux vous parler des 2 dernières forces qu'on pourrait probablement retrouver dans cette SF25 ce week-end, déjà, la première, elle rejoint ce que je vous disais sur Red Bull, c'est au niveau des vibreurs, des irrégularités. La Ferrari gère bien mieux, et ça c'est sûrement dû aux suspensions bien évidemment, la Ferrari gère bien mieux et bien exactement les irrégularités de certains tracés, donc ça peut être un point fort. Et la deuxième chose également à prendre en compte, je vous expliquais déjà depuis plusieurs semaines que le plus gros problème de la SF25 c'était la hauteur de caisse. Il fallait à chaque fois augmenter la hauteur de caisse pour pouvoir économiser au maximum le plancher. Augmenter la hauteur de caisse, bah, ça te donne moins d'appui et ça te donne surtout moins de charge à l'arrière, et c'est pour cela que les pilotes galèrent, surtout Lewis Hamilton qui n'y arrive pas du tout. Hein. Lewis Hamilton qui n'est pas du tout en confiance dans cette voiture, et c'est tout à fait normal. Là où Charles Leclerc s'en sort un petit peu mieux par son expérience dans l'écurie, pour Lewis Hamilton c'est tout de suite très très compliqué. Mais là, sur un circuit avec pas mal d'irrégularités, pas mal de boss, eh bien la plupart des écuries vont logiquement probablement augmenter la hauteur de caisse également. Donc j'ai pas envie de dire que la Ferrari sera aussi performante que la McLaren, hein, loin de là, mais vu que les autres écuries seront pour la plupart obligées d'augmenter la hauteur de caisse
pour économiser le fond plat, eh bien cette faiblesse de Ferrari pourra peut-être devenir la faiblesse de plusieurs écuries. Bon après je pense qu'il y a certaines écuries qui vont très très bien gérer la chose, hein. McLaren, je les vois pas du tout handicapés par un problème d'auteur de caisse. Mais voilà, c'est pour cela que je dis que ça peut être une force, ça peut être également une faiblesse. Bon, c'est une faiblesse, ça c'est sûr et certain. Et pour Ferrari, en l'occurrence, ça peut devenir une faiblesse qu'on efface, entre guillemets, vu que les autres écuries vont devoir le faire également. Donc voilà, concernant la Scuderia Ferrari, pas de changement, pas d'évolution à signaler. Je suis assez déçu. D'ailleurs, c'est Frédéric Vasseur qui nous l'a annoncé. On attendra l'Espagne, encore une fois, pour avoir les très très grosses évolutions, un gros package d'évolutions pour la Scuderia Ferrari. À Imola, certes, Ferrari a décidé de ne pas rapporter de grosses évolutions, mais il y aura tout de même quelques améliorations, notamment eh bien, un nouveau conduit de frein à l'arrière pour améliorer l'efficacité aérodynamique et surtout pour avoir un meilleur contrôle de la température et donc du refroidissement. D'ailleurs, d'après certaines sources, c'est totalement inspiré de ce qu'a déjà pu produire McLaren. Mais bon, voilà concernant Ferrari, on attendra du coup les réelles évolutions. J'espère tout de même qu'on pourra voir une meilleure performance que ce qu'on a pu voir à Miami, hein, puisqu'à Miami c'était totalement catastrophique et il ne faut pas du tout que ça se reproduise, surtout pour les pilotes qui n'ont rien demandé et qui attendent, ils attendent une bonne voiture malheureusement pour eux. En tout cas, je souhaite bonne chance aux pilotes qui vont encore une fois devoir faire le travail avec une voiture qui est très très loin de son véritable potentiel, je l'imagine. Donc on en a terminé pour les 4 écuries de tête. Au niveau des autres écuries, style Williams, Aston Martin, Alpine, on n'a pas énormément d'informations sur les évolutions qu'ils vont pouvoir rapporter, mais de toute manière, depuis ce début de saison, c'est réel et ça se constate. Les écuries ne rapportent pas énormément d'évolutions. Ils rapportent généralement une évolution spécifique à ce tracé. Ça se voit, ça se constate qu'il y a des écuries qui ne veulent vraiment pas dépenser dans le développement cette saison, qui sont beaucoup plus concentrées sur le développement de 2026. Williams et Aston Martin ont pu rapporter certaines évolutions la semaine dernière. Pin également a déclaré 2 évolutions à Miami, une prise de frein avant modifiée pour optimiser le flux d'air et encore une fois pour améliorer le refroidissement. Et cette prise de frein avant n'arrive pas tout seul puisqu'elle arrive également avec une nouvelle géométrie de la suspension avant, un nouveau tambour de frein. Donc quelques évolutions à l'avant de cette Alpine, exactement pour avoir la meilleure synergie possible entre tous ces éléments qui arrive au même moment à l'avant de cette monoplace. Et juste petite info concernant Alpine, je pense que vous avez déjà dû la voir, hein, sans aucun doute, puisque beaucoup de monde en ont parlé. Elle concerne tout d'abord Franco Colapinto, qui va prendre la place de Jack Doohan, donc Jack Doohan de retour sur le banc d'Alpine. Malheureusement pour lui, bon, on souhaite quand même bonne chance à Franco Colapinto qui va faire son grand retour en Formule 1. Et la seconde info qui est la plus importante, c'est la démission surprise d'Oliver Roax, voilà, au poste de directeur principal. Personne l'avait vu venir, alors on ne sait pas vraiment la raison de cette démission. Est-ce qu'il a démissionné pour des raisons personnelles puisque oui, beaucoup de médias ont parlé qu'il y avait certains problèmes dans sa famille. Ça, c'est hors sportif, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Ou est-ce qu'il a démissionné pour certains désaccords dans l'écurie en elle-même? Et ça, c'est une possibilité également. Quand tu sais que chez Alpine, depuis 2020, il y a eu quand même 7 directeurs d'équipe différents, bah, tu te poses forcément des questions. Et en plus, là, on entend de plus en plus que certains ingénieurs d'Alpine décident de s'en aller vers la concurrence, notamment Cadillac. Donc oui, la situation commence un petit peu à me faire peur, d'une certaine manière. En tout cas, on attendra d'avoir encore un petit peu plus de précision. Pour le moment, c'est Flavio Briatore qui va reprendre le relais en tant que directeur d'équipe et également en tant que conseiller exécutif chez Alpine. Donc on verra ce qui se passera dans l'écurie. Cette vidéo n'est pas dédiée à Alpine, donc on va passer directement à mon pronostic, mais j'aurai bien sûr l'occasion de vous reparler de l'écurie dans une vidéo où on pourra beaucoup plus développer ce qui se passe en ce moment dans l'écurie française. Donc on est parti pour mon pronostic et je vous invite comme toujours à me laisser le vôtre, hein. Je rappelle que je passe les pronostiqueurs gagnants, du moins les personnes qui m'ont mis leur pronostic dans cette vidéo avec le podium dans l'ordre, et je dis bien le podium dans l'ordre. Et à Miami d'ailleurs, il y a eu 2 personnes qui ont eu le bon pronostic. Donc félicitations à Bertrand et à Léo pour avoir trouvé le bon pronostic. D'ailleurs même Léo a trouvé les 4 premiers carrément, hein. Vraiment Piastri, Norris, Russell et même Verstappen, donc bien joué à vous deux. Pour mon pronostic personnel, ça va être extrêmement rapide. En première position, je vais logiquement mettre une McLaren, je vais rester sur Lando Norris. Il y a 2 semaines, j'avais mis Piastri, mais Lando, je trouve qu'à Miami, s'en est plutôt bien sorti. Notamment en qualification, je l'ai trouvé un petit peu plus à l'aise, donc pourquoi pas refaire cette performance à Imola, surtout qu'à Imola, pour ceux qui s'en rappellent, l'année dernière, Lando Norris avait fait une très très belle performance à Imola. Donc pourquoi pas une victoire en 2025, ça lui permettrait de revenir un petit peu sur son coéquipier au classement pilote, ça lui permettrait également de reprendre une totale confiance. Donc je vais le laisser en première position et j'espère pour lui vraiment qu'il réussira cette fois-ci à tout assembler pour faire le meilleur week-end possible, puisque à chaque fois avec ce pilote malheureusement,
Il y a toujours un problème, hein. Je ne doute en rien de son talent, on connaît ses difficultés dans la MCL 39, c'est une réalité, je vous en ai déjà parlé, mais il faut vraiment qu'il revienne et je suis sûr qu'il en est capable. Donc Lando Norris en première position, en deuxième position, je vais rester sur Oscar Piastri, je vais tenter le doublé McLaren, je ne l'ai pas tenté il y a 2 semaines pour Miami, et d'ailleurs il y a eu un doublé McLaren à Miami comme par hasard, là je vais le retenter, allez je vais tenter un doublé McLaren, je vois bien les McLaren s'envoler encore une fois, on sait qu'en rythme de course elle est ultra performante, elle a un système de refroidissement qui lui permet d'avoir beaucoup moins de dégradation que la concurrence, donc un doublé McLaren ne me surprendrait pas du tout. Et en troisième position, et c'est là où arrive la petite surprise, c'est un pilote que je n'ai jamais mis sur l'un de mes podiums depuis ce début de saison, ça fait 7 grands prix et à chaque fois je reste dans une totale logique, enfin du moins j'essaye de rester dans la totale logique. J'ai envie bien sûr de mettre Max Verstappen, bien sûr. Max Verstappen il est quand même sur 3 victoires d'affilée à Imola, c'est dur de ne pas mettre Max Verstappen. J'ai envie également de mettre une Ferrari puisque je pense tout de même que Ferrari va faire un meilleur week-end que ce qu'on a pu voir il y a 2 semaines. Mais allez, je vais rester sur une Mercedes. Et là où tout le monde pense à George Russell, non, je ne vais pas non plus mettre George Russell. George Russell, je l'ai mis au moins 3-4 fois depuis ce début de saison. Je vais mettre son coéquipier qui est à domicile ce week-end. Je parle bien sûr d'Andrea Kimi Antonelli. Andrea Kimi Antonelli, il a été extrêmement surprenant à Miami. Franchement, ça a été pour moi le pilote du week-end. Même si la performance en course n'était pas forcément au rendez-vous, je l'avais tout de même mis dans les tops. Juste pour vous dire à quel point il m'a séduit d'une certaine manière ce jeune pilote italien. Donc s'il reste sur la même dynamique, pourquoi pas un petit podium. Je sais qu'il y a d'autres pilotes qui sont beaucoup plus favoris qu'Andrea Kimi Antonelli. Mais allez, je le tente quand même, il est à domicile. Et ça serait beau tout de même pour ce jeune pilote d'aller chercher son premier podium à la maison. Donc voilà, concernant mon pronostic, je le rappelle, Lando Norris premier, Oscar Piastri deuxième, Andrea Kimi Antonelli troisième. J'attends le vôtre, comme d'habitude, dans les commentaires. Sur ce, j'espère vraiment que cette preview vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit like, un petit abonnement, ça m'aide énormément à faire grandir cette chaîne YouTube. N'oubliez pas également que j'ai sorti une vidéo concernant McLaren, pas plus tard qu'hier, hein, dans l'espace commentaire, on a de réels débats, c'est franchement des échanges, ils sont exceptionnels. On essaie un petit peu de comprendre pourquoi cette McLaren a un certain avantage au niveau des freins, au niveau des pneus par rapport à la concurrence, donc n'hésitez surtout pas à aller la voir si cela vous intéresse. Et on se retrouve tout simplement lundi, voilà, ou même peut-être dimanche soir, pour la vidéo débrief de ce Grand Prix d'Imola. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, passez une bonne fin de semaine, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.